BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et nous revoilà, ça pourrait s'appeler le Club des Optimistes, avec Emmanuel Le Chip, Jérôme Fauvel de la Française AM, Françoise Rochette de Mandarine Gestion, Michel Rouimi de l'ESCP Europe, Christian Biteau de CBT Gestion et de l'Essai, qui est à contre-emploi total aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui arrive. Beaucoup moins optimiste. Et bien sûr, Pauline Tadevin, qui elle est toujours optimiste et souriante. Elle est au quotidien la semaine avec jeudi, les affaires forcément de Donald Trump et surtout leurs répercussions. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là? On savait que Trump allait nous surprendre, mais alors là, chapeau, le voilà qui vire le patron du FBI parce qu'il enquêtait de trop près sur lui, et puis le voilà qui livre des informations ultra confidentielles, toute détente, vraiment à l'aise, autour d'un petit verre à la Maison-Blanche, au ministre des Affaires étrangères russe. Et ce qui devait arriver arriva. On a prononcé le mot en I, impeachment, destitution, rien que ça, un mot que certains de nos invités d'ailleurs avaient prononcé la semaine dernière, ici même avant les événements. La simple évocation de cette possibilité à secouer les marchés les a réveillés d'une totale béatitude dans laquelle ils étaient, un peu comme dans cette émission. La volatilité, l'indice de peur des marchés qui se traînait à des niveaux horribles, jamais vus depuis 25 ans, a bondi de 45% en une seule journée, tout en restant quand même encore très faible. Est-ce que vous faites du souci, est-ce qu'on a du souci à se faire pour la suite de la présidence Trump? Christian Biteau, qui est plutôt pessimiste depuis le début sur ce cas-là, vous pensez là, quoi? c'est positif. Je crois qu'on a tout de même un tropisme d'examen de ce qui se passe quand on a un président républicain aux États-Unis. Et systématiquement, donc, nous avons la vision par le monde des journalistes ou des analyses en France, Trump est une catastrophe. C'est pas du tout le cas. Elles n'ont pas été inventées, ces histoires de fuite aux Russes. Des histoires, on en a suffisamment aussi chez nous. Et on vient d'en sortir, on a assez d'histoires. Moi, je regarde l'économie américaine, ça va très bien. Le monde des affaires est pour le moment rassuré. Bien sûr, s'il y a un impeachment, mais ça fait partie des choses impossibles à prévoir. Ouais, c'est le signe noir. Voilà. On ne va pas rester en permanence ça sera effectivement le cas. Mais on va commencer à en parler. On commence à en parler. On commence à en parler, ça s'est nettement calmé. Il est malin, il va faire un tour à l'étranger, il reprend la main en politique étrangère. Ouais, il était temps, il est jamais. Oui. C'est le seul président des États-Unis qui a jamais foutu les pieds en dehors des États-Unis pendant les 100 premiers jours. Ça n'était jamais arrivé. La probabilité commence à monter. Il faut retourner dans l'histoire. Et en fait, Nixon, qui avait limogé un procureur général de la même manière, en fait, ensuite a été obligé d'abdiquer, si je puis dire. Ouais, on fait beaucoup le parallèle entre les deux. Démissionner, oui. Pardon. Et en fait, le résultat, ça a quand même été une baisse de 20% du marché. En cette fin de semaine, Donald Trump a dénoncé une chasse aux sorcières du jamais vu aux États-Unis. Michel Rouimi. Nixon disait exactement la même chose. Alors moi, je pense qu'il y aura une destitution. Ah oui, vous aussi. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comparer, on va dire, l'impeachment Trump contre l'impeachment, entre guillemets, contre l'impeachment Nixon. Aujourd'hui, il y a notamment... Il y a des points communs. Il y a des points communs, mais il y a surtout à l'intérieur une nation étrangère qui menace la démocratie et la sécurité nationale. Et là, à mon sens, c'est plus important que les autres impeachments qu'il y avait avec Bill Clinton il y a quelques années également. Et donc, en ce sens, ça peut poser des problèmes. C'était autre chose. C'était autre chose. C'était plus sympa. Mais là, non, mais c'est pour ça que je dis que l'impeachment envers Trump est plus important. Il risque. Et alors, vous dites mieux Monica que Poutine. Voilà, d'une certaine manière. Mais alors, après, il faut être très pragmatique, c'est qu'il y a les élections législatives en 2018 et au Congrès, on est très pragmatique. Et donc, dès lors, pour avoir impeachment, il faut avoir 2/3 des députés. Il suffit à peu près un peu plus d'une vingtaine de députés républicains. Et on est très pragmatique, je veux être réélu, et si Trump les empêche d'être réélus, eh bien, ils vont se rallier. Ils vont y aller. Françoise Rochette. Oui, c'est vraiment un événement politique, c'est très clair aux États-Unis, l'impeachment. Majeur. Ce qui se passe. Je sais pas, parce qu'en fait, depuis ce qui se passe depuis maintenant 3 mois, le marché américain, il est plus bas, il fait rien, et il attend finalement plus rien de Trump. Donc finalement, voilà, ces réformes, si elles arrivent, ce sera plutôt vu comme une bonne surprise, un peu asymétrique. Ouais. On n'attend plus rien, donc je sais pas. Vous dites qu'on n'attend plus rien, on va parler des marchés tout à l'heure, mais enfin, le Nasdaq était au plus haut historique cette semaine. Pour un marché qui attend plus rien, c'est quand même pas mal. Non, oui, mais il fait plus rien depuis 3 mois, le marché. Ouais. Il a salué le redressement économique généralisé sur la planète, allez, on prend les grands mots, et la reprise généralisée des résultats des entreprises, mais les réformes Trump, pour l'instant, il n'y croit plus. Donc, c'est pas comme se faisait massivement et que
Voilà. Mon petit Manu, Trump, il te fait peur ou pas? Ah bah moi qui reste et il fera peut-être un peu ses réformes, mais il en fera moins parce qu'il sera quand même un peu occupé. Et puis qui parte, ce sera le bonheur. Parce que voilà, parce qu'il parte, ce sera le bonheur. Mais bien sûr, mais parce que vous voyez bien qu'il est, vous voyez bien qu'il est totalement. Mais non, mais parce que vous voyez bien que vous placiez d'un point de vue d'investisseur, d'opérateur de marché, de macroéconomiste, il est totalement ingérable, imprévisible. Il est nul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper. Ce mec est nul. Donc moi, si demain on me dit Trump s'en va, il est remplacé par son vice-président et on aura une bonne politique républicaine traditionnelle, mais rationnelle et prévisible, et ben moi franchement je signe tout de suite. On disait pas ce genre de choses il y a 2 semaines. Exactement. Vendredi, jour de marché, l'euro est in et justement le dollar est out. Il y a des jours comme ça, il y a des semaines comme ça qui ne ressemblent pas aux autres. C'est une semaine où ce qu'on avait appelé le Trump trade ou le reflation trade, c'est un peu affaissé, on peut dire ça. C'était acheter le dollar, jouer la hausse des taux américains, jouer la hausse des indices boursiers. Le dollar, lui, il est au plus bas depuis 6 mois. Il devient totalement has-been out. La monnaie in, grâce entre autres à notre président Emmanuel Macron. C'est l'euro qui est passé au-dessus des 1,11. Les taux américains, eux, reglissent devant les incertitudes sur les espoirs d'accélération de la croissance américaine. Et les indices boursiers, pour une fois, ont un peu baissé. Alors un peu, il faut dire qu'ils étaient à des niveaux records. On en parlait tout à l'heure. Le Nasdaq qui avait touché mardi son plus haut historique. Et pour arranger le tout, on a eu cette semaine un méga scandale au Brésil qui implique tout simplement le président lui-même. Une chute de la bourse brésilienne de plus de 10%, de la monnaie de 6%, et blanc. Tout ça a entraîné les autres marchés émergents. On ne peut absolument pas parler de retournement, mais on peut dire quand même que c'est un petit wake-up call, une alerte. Comme c'est bien dit. C'est bien dit, avec l'accent. Quelle grande tendance autour de la table est-ce que vous anticipez pour le reste de l'année sur les marchés à la lecture des événements justement de cette semaine? Jérôme Fauvel. Moi, je pense que l'euro peut se forcir, enfin remonter, continuer à remonter pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'excédent commercial européen, notamment sous la conduite de l'Allemagne, qui a un excédent de l'ordre de 240 milliards, donc devrait continuer. Parallèlement à ça, les États-Unis ont un déficit pratiquement historique, et notamment avec la Chine, je crois que c'est le plus haut jamais enregistré. Donc, je dirais de ce côté, par définition... Donc vous dites, ce que vous attendez, c'est la hausse de l'euro. Oui, et puis comment les problèmes de Trump ne rassurent pas la devise. Et d'autre part, il y a quand même de la place, puisqu'en termes de parité de pouvoir d'achat, on est à 1,34, je crois. C'est ce que nous disait Rexecode il y a quelques jours à notre comité. Donc on a à gauche la hausse de l'euro. Christian Bito. Il y a la parité du pouvoir d'achat et la parité des taux d'intérêt que nous enseignons aussi à nos étudiants, qui dit tout simplement qu'en France, les taux sont toujours dramatiquement nuls, voire négatifs. À 1 mois, on place son argent en négatif. Aux États-Unis, c'est redevenu positif. Donc c'est très simple. Normalement, les capitaux auraient dû aller sur le dollar. Et puis il se produit l'inverse. Oui. Totalement l'inverse. Alors, ce qui est inquiétant, professeur. Alors ça voudrait dire donc qu'on anticipe que la Fed, qui a pourtant décrété de relever ses taux d'intérêt parce que l'inflation revenait, et c'est ça la plus grosse crainte d'après moi sur les marchés, c'est pas l'affaire Trump, c'est qu'on ne réussisse pas à reflater l'économie, qu'il n'y ait pas assez d'inflation dans l'économie américaine, preuve d'un fonctionnement économique normal. C'est aujourd'hui ce qui se produit sur le dollar. On a dit la hausse de l'euro, vous dites quoi? Ensuite, qui va rester entre 1,05 et 1,15. Et sur les autres marchés, toujours positif sur les indices? Ah oui, bien sûr. Michel Ruimi dit quoi? Je vais tempérer, je vais prendre, c'est la... Non, il ne faut pas tempérer. Non, le fait, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est à ce niveau-là, le voyage de Trump en Arabie Saoudite qui va changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Trump va chercher des fonds qui manquent, une activité, donc et l'Arabie Saoudite veut, dans sa vision 2030, investir. Elle va investir près de 200 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis, donc ça pourrait redonner l'idée du plan emploi pour Trump. Mais également Trump va vendre des armes. Donc d'un certain côté, ce voyage est très important. Très important, d'autant plus qu'il se situe avant le 25. Ne dit pas quelle est votre tendance. J'arrive. Mais ce qu'il va dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un retour un peu du dollar sur moyen terme, pas forcément 17, mais peut-être en 18. Et sur les autres marchés, pas d'anticipation particulière. Non, peut-être avec un pétrole qui risque de baisser. La grande prêtresse de l'inflation. Nous, on croit qu'effectivement, la clé, c'est ce scénario de reflation qui est
stand-by depuis 3 mois. On croit qu'il va se remettre en place à la fin du deuxième trimestre. Il a un coup dans l'aile. Aux États-Unis, on va avoir une croissance. Si on suit la Fed d'Atlanta de 4%, elle avait très bien vu le premier trimestre. La Fed va monter ses taux et dire qu'elle va continuer à normaliser, et les taux et le bilan. Or, les marchés, ils se calent sur la Fed de la prochaine fois, qui a réussi maintenant à bien ancrer à 95%, mais ils n'arrivent pas à se projeter. Donc, ils vont se projeter. Donc, je dirais, ce scénario de reflation, il est bon pour les marchés, spécialement pour le marché euro, d'ailleurs, et le marché japonais, qui sont des marchés très, très value. Et le dollar, bon, d'abord, il n'est pas au plus bas, ça dépend. On a une vision très face à l'euro. On avait vu qu'il était remonté face au yen, face à des dollars australiens, canadiens, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt globalement pour un petit rebond du dollar. Positif sur l'Europe et les actions européennes et les actions japonaises couvertes yen, bien sûr, puisque voilà, on pense que le yen va repartir à la baisse. Et globalement, le dollar devrait avoir une dernière jambe de hausse avec les taux aux États-Unis qui doivent se caler. Je crois qu'Emmanuel avait un truc à dire sur les tendances sur les marchés. Il me fait un signe depuis tout à l'heure. Non, j'ai rien à dire, justement. Christian, je crois qu'il y a un événement particulièrement dramatique qui vous a marqué cette semaine. Oui, c'est vrai, c'est le décès de monsieur Jean-Pierre Corbel, je l'appelle monsieur, c'était un grand monsieur de la finance, de notre profession, c'était le président fondateur de Club Patrimoine, c'était aussi le président de l'OREP, une université incontournable dans le métier de la gestion de patrimoine en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Donc Jean-Pierre, on te dit au revoir, c'était un vrai copain, et je crois qu'il n'aurait pas aimé qu'on soit triste aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai poussé mes coups de gueule, que j'ai conservé le souvenir, c'est en sa mémoire, mais je ne l'oublierai jamais. Au revoir Jean-Pierre. Michel ? Moi, j'ai un chiffre, c'est que la BCE a dépassé en termes de bilan celui de la Fed et celui de la Bank of Japan. Il y a plus de 4500 milliards de dollars. Ce qui me pose le problème, c'est comment va-t-on s'en sortir. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quel actif va-t-elle revendre? Et c'est toutes les banques centrales, je précise. Quel actif vont-elles vendre en premier, et avec l'impact après par la suite sur les problèmes de crédit. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un sujet dont on a l'impression qu'il est important, dont on se dit c'est une bombe sur lesquelles sont en train de dormir toutes les banques centrales, et dont tout le monde se fout parce qu'on a l'impression que c'est pas un problème en fait. C'est pas un problème. On a l'impression que c'est finalement de la dette qu'on remboursera jamais, du papier. C'est-à-dire que le bilan des banques centrales, on pensait que c'était un sujet très grave il y a un an. Tout le monde s'en fout aujourd'hui alors qu'il est à des niveaux phénoménaux. Oui, et le problème c'est, va-t-on vers un monde de dette insolvable? Voilà. Première question. Et deuxième chose, c'est que les banques centrales de façon simple... De dette perpétuelle. Oui. Et l'idée, la question c'est que les banques centrales savent injecter de l'argent, mais on ne sait pas retirer de l'argent à grande dose et sans perturber l'activité économique, sachant que les taux de croissance sont relativement friables. C'est pas ce que fait quand même la Banque centrale américaine. Elle a commencé à retirer de l'argent et pour l'instant ça n'a pas eu. Doucement, il y a 4500 milliards aussi à absorber, plus une remontée des taux. Et alors que la croissance, elle n'est pas encore très vigoureuse. Elle est là, mais rien ne donne. Mais est-ce qu'il y a une limite pour une banque centrale économiquement? Vous qui êtes économiste, est-ce que la Banque centrale elle est limitée? À continuer, elle peut continuer à vitam aeternam, à acheter et à faire exploser son bilan. Vous dites 4500 milliards, elle peut passer à 9000. Elle sait mettre de l'argent. Le problème, c'est après, derrière, est-ce qu'on est capable d'absorber? Françoise, quel est l'événement qui vous a marqué cette semaine? Écoutez, moi, c'est l'Europe. Je veux avoir de l'espoir sur une Europe qui soit pas synonyme juste de répression, de réglementation, d'austérité, mais de projets communs sur la défense, sur la sécurité, même concret, on parle d'un Erasmus des lycées, si chaque Français a dans sa famille un gamin qui part à Madrid, à Berlin, etc., ça concrétise. En tout cas, on n'a jamais été aussi près depuis 8 mois d'avoir un espoir, donc au moins savourons-le. Et je note que M. Raroy aussi s'est inscrit dans cette mouvance et a appelé. Il a appelé justement à des projets communs, à une partie de budget commun. Enfin, en tout cas, il soutient ce projet d'une Europe plus positive. Alors c'est amusant, les semaines où toutes les nouvelles sont bonnes, on essaye de mettre sous le tapis les mauvaises nouvelles. Bon, l'Italie quand même, ça va toujours pas. Oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus qu'on a un peu de temps. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce temps et aller vite pour justement faire qu'il y ait des projets qui arrivent avant ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr. D'autant plus. Jérôme, quel est l'événement qui vous a marqué cette semaine? La bonne ou la mauvaise? Les deux. Bon. Donc la mauvaise, c'est le taux d'endettement aux États-Unis et le fait que le système de pension publique est en quasi faillite. Et la bonne nouvelle... Ça j'ai l'impression, franchement, on nous le dit tous les... Ouais, mais enfin bon, on a un peu plus de chiffres. C'est comme le bilan des banques centrales. On a un peu plus de chiffres, peut-être, oui. Et la bonne nouvelle, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus finalement, c'est l'étude de l'ER Hermès, l'assureur de crédit en France, qui
a dit qu'en 2017, 68% des entreprises devraient investir, c'est-à-dire c'est pratiquement 9-10 points de plus que l'année dernière à la même époque. Donc ça, c'est le grand vent d'optimisme qu'a fait souffler Emmanuel Le Chypre, puis Emmanuel Macron. C'est ça ? Oui, et puis peut-être aussi le fait que le CAC PME monte pas trop mal, et voilà, je pense que... Et il a le sourire. Hein. Oui, mais il vous le donne aussi, regardez, vous aussi, cette mort. Non, ça, oui, c'est devenu le club des optimistes. Non, justement, moi, je suis pessimiste. Oula. Non, et deux choses. Alors, si, une bonne nouvelle, c'est la baisse du taux de chômage. Le vrai taux de chômage, hein, voilà, vous ne voulez pas le voir, mais bon, voilà, ça y est, enfin, il est là. Pourquoi vous dites le vrai taux de chômage ? Parce que c'est le taux de chômage, BIT, etc. On n'est pas sur les statistiques de demandeurs d'emploi qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc là, c'est le vrai taux de chômage. Là, c'est le taux de chômage comparable. Eh ben, on est tombé nettement en dessous de 10, on a 9,2. Avec une baisse significative. Donc c'est intéressant. Et le point négatif, c'est que nous, on fait une enquête avec le cabinet Pouet qui est chargé de recouvrement de créances et on regarde toutes les entreprises françaises. Le cabinet Pouet International. D'accord. On regarde toutes les entreprises françaises. Hein. C'est-à-dire, il n'y en a pas une qui nous échappe. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, l'entreprise France, si vous prenez... Attention, si vous prenez pas une moyenne, c'est-à-dire avec une pondération liée au chiffre d'affaires, au poids, etc. Si vous prenez une entreprise qui vaut une entreprise, eh ben, la situation des entreprises, elle se dégrade, et notamment chez les TPE. C'est bizarre, ça fait plusieurs semaines que vous nous en parlez. Rexecode. Rexecode, il raisonne... les liquidités sur la trésorerie des entreprises... Vous avez un défenseur des TPE. Pas sur les TPE, justement. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que vous voyez que... Oui, parce que vous voyez, par exemple, qu'on a une note sur 20, que la note est moins bonne qu'il y a 6 mois, et que comme par hasard, elle est moins bonne sur tous les secteurs dans lesquels vous avez des petites structures. Le commerce de détail, l'agriculture, la pêche, la construction, le transport. Et pourquoi ? Et ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les fameux impôts à la production. Il adore boucler, ça c'est le grand coup d'Emmanuel. À la fin de son truc, il dit, et comme l'a dit... Parce que la réalité, c'est que la politique économique ne s'est pas occupée des TPE au cours des dernières années, parce que les vrais sujets des patrons de TPE, c'est pas l'hyper-compétitivité à l'export et l'obsession de la compétitivité internationale, c'est juste la solidité sur le marché intérieur. Et quand vous voyez que personne s'est occupé, grosso modo, du RSI, des fameux... Emmanuel en défenseur de la TPE, le syndicat des TPE. Des travailleurs détachés, de la complexité administrative, etc. Et ben voilà. Or tout ça, sauf les impôts à la production, effectivement, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Et donc tout va changer. Et donc il a intérêt à s'en occuper FISA s'il veut avoir des résultats économiques.